Gengis Khan, le loup des plaines, n'était pas qu'un guerrier, pas qu'un homme de conflit. Il était aussi curieux, ouvert à toutes les religions. Gengis Khan était un empereur à la tête d'un territoire gigantesque. Et quand il est mort, en 1227, son histoire a commencé à s'écrire, notamment à travers ses héritiers. L'une des branches de sa descendance se nommait la Horde d'Or. Marie Favreau, historienne, est spécialiste de cette période et de cette partie de la lignée de Gengis Khan qui régnait sur un empire s'étendant sur 6 millions de kilomètres carrés au carrefour de l'Asie, de la Russie et de l'Europe. Dans la langue populaire, la horde, ça veut dire vraiment une bande de sauvages, vraiment, ça veut dire la destruction, ça veut dire la violence. Mais dans les sources sur lesquelles je travaillais, horde, alors sous des formes un peu différentes, bien sûr, horda, ordo, ordou, ça voulait dire en fait l'empire nomade, l'organisation du pouvoir nomade, le campement du souverain nomade avec ses femmes, avec les familles, avec les animaux, avec l'administration. Donc, pour moi, un État mobile, en quelque sorte. La définition du terme était totalement opposée à celle qu'on peut imaginer aujourd'hui, enfin notre acception actuelle du terme horde. En fait, ce terme-là est effectivement symbolique de la manière avec laquelle on a traité l'histoire des nomades, une histoire qui a été complètement réécrite à la période coloniale et à la période moderne. L'idée que les nomades sont des barbares, qui sont désorganisés, qui sont contre la ville, qui sont contre la civilisation. Et c'est pour ça que ce terme horde a connu ce cheminement un peu particulier. Cette traduction fallacieuse illustre bien l'importance des mots dans la façon dont on raconte l'histoire, ce qu'on appelle l'historiographie. On peut aussi y voir un biais raciste et xénophobe dans certains cas. Il me semble avoir vu passer des titres d'ouvrages, même en français, sur l'Empire mongol, avec des sous-titres du style Le Péril jaune ou des choses comme ça. Bon, ça, c'est clairement des biais racistes. Il est évident que les nomades ont suscité un rejet. Il n'y a pas si longtemps, les nomades avaient quand même une image de population soit violente, c'était des voleurs. Enfin, il faut voir tout ce qu'on a entendu sur les Roms, par exemple. Et les Mongols ont souffert aussi de cette image-là. Donc ça a joué, c'est une forme de racisme, évidemment. Je pense qu'on a été l'héritier, sans le vouloir, de manière inconsciente, de l'historiographie russe sur les Mongols, qui était une historiographie extrêmement négative, disant, sont des primitifs. On a réussi à les intégrer plus ou moins grâce à l'Union soviétique et à leur apprendre un peu la civilisation, mais on partait de très très loin et c'était des populations extrêmement primitives, etc. Et ce que je trouve extrêmement frappant, c'est qu'en Mongolie même, encore aujourd'hui, si vous parlez avec des gens qui ont vécu la période soviétique, ils vous disent, mais moi à l'école, c'est ce que j'ai appris sur moi-même. C'est-à-dire qu'un Mongol, il apprenait en tout cas à l'époque à l'école que il avait eu beaucoup de chance d'avoir été colonisé ou en tout cas adopté, on va dire, par les Russes, parce qu'ils n'avaient ni technologie, ni savoir, ni religion, ni comportement social correct. Et même encore aujourd'hui, ça peut être présent dans la société mongole. Et c'est vrai que ça fait partie du travail des historiens actuels, dont je fais partie, de dire, attendez, il va falloir complètement réécrire ce récit national. En Mongolie, au XXe siècle, le nom même de Gengis Khan n'était pas prononçable. Et ce, jusqu'à la chute de l'Union soviétique en 1991 et la constitution d'une république mongole indépendante l'année suivante. Le territoire de l'Empire mongol du XIIIe siècle s'étendait aussi jusqu'à la Chine actuelle. Ainsi, parmi la descendance de Gengis Khan, son petit-fils, Kubilai Khan, est le fondateur de la dynastie des Yuan, celle qui précède la dynastie Ming. Faisons un petit point vocabulaire et géographie. En effet, en Chine, il existe toujours une région dite autonome et appelée Mongolie intérieure. Elle tient son nom d'une distinction historique entre la Mongolie extérieure, la Mongolie d'aujourd'hui, et la Mongolie intérieure, enclavée dans le territoire chinois. Et cette partition du territoire mongol entre deux États souverains n'est pas sans conséquences. Quand Bertrand Guillet, directeur du musée d'histoire de Nantes, a l'idée d'une exposition sur Gengis Khan, il s'adresse à la Chine pour monter un partenariat et faire voyager certaines pièces et œuvres jusqu'à Nantes.
C'est une histoire malheureuse, puisque nous avions monté un projet avec le musée de Mongolie intérieure à Hot Hot, un très joli projet qui se déroulait très bien. Tous les prêts d'objets étaient acquis, les textes étaient écrits, le catalogue était quasiment bouclé. Il n'était pas parti en édition, en fabrication. Vous savez, dans les procédures de musée à l'international, il y a toujours des demandes d'autorisation de sortie de territoire, ce qui est normal. La même chose s'applique en France. Et quand la liste des objets est passée au bureau du patrimoine à Pékin, il y a eu un blocage. Voilà. Ça s'est traduit par plusieurs demandes qui sont arrivées, je dirais, presque à la queue leu-leu, tout de suite, sans qu'on ait vraiment le temps de répondre. Dans le premier temps, n'utilisez pas Gengis Khan, n'utilisez pas le mot empire, n'utilisez pas le mot mongol, n'utilisez pas l'expression dynastie Han. On s'est dit, attendez, on n'a même pas le temps de répondre, de dire ça va être compliqué de faire une exposition. Qu'on nous a tout d'un coup soumis un nouveau synopsis d'exposition. Et là, j'ai refusé parce que le synopsis n'était pas conforme et puis faisait l'objet de manipulations historiques qui étaient insoutenables. Donc, j'ai décidé d'annuler tout simplement l'exposition, d'arrêter le projet. Pour comprendre tout ça, c'est que on était tombé au mauvais moment où la Chine, depuis plusieurs années, instaure à marche forcée un nouveau récit national fondé sur l'histoire Han, donc une démonstration d'une histoire par la sinisation pure et simple. Et des tensions étaient en place en Mongolie intérieure, notamment avec la décision d'interdire l'enseignement du mongol en Mongolie intérieure, en tout cas comme langue importante. Et donc de fait, cette valorisation que nous avions de l'Empire mongol ne coïncidait plus avec les intérêts du récit national chinois tel qu'il est conçu aujourd'hui. L'exposition Gengis Khan du musée de Nantes aurait donc pu se tenir en 2020, mais elle a été annulée après 3 ans de travail. À la suite de ce désaccord diplomatique avec la Chine, le musée d'histoire de Nantes se tourne alors vers la Mongolie. Ici au musée, nous avons une posture d'engagement par rapport à des valeurs, par rapport à un discours historique. Et quelque part, cette exposition s'y inscrit. Elle n'est pas déconnectée de notre façon de voir le monde, de ce que l'on veut dire du monde par rapport à nos sujets de référence. Et je crois que ça, c'est aussi une fierté dans l'équipe. On n'a pas été confronté à des injonctions du gouvernement mongol. On a vraiment monté notre exposition avec notre équipe scientifique telle qu'on la souhaitait. On a transmis les documents au titre de la collaboration à nos partenaires mongols et jamais il y a eu une intervention en disant non, changez ci, changez ça. Non, ça n'a jamais posé de problème. Depuis l'indépendance, les historiens mongols travaillent à une nouvelle manière de raconter leur histoire, moins politique, plus scientifique, comme l'explique Madame l'ambassadrice de Mongolie en France, Ulembayar Nyankou. Donc les chercheurs internationaux, les chercheurs, les scientifiques mongols et les mongols eux-mêmes essayent de comprendre, essayent de chercher la réponse. Aujourd'hui, on voit partout les grandes statues de Gengis Khan, l'aéroport international de la Mongolie nommé à son nom, Gengis Khan Airport International. Ce travail des historiens a ainsi permis à la Mongolie de se réapproprier la figure de Gengis Khan, aujourd'hui fierté de tout un peuple. Donc le tout nouveau musée qui vient d'ouvrir ses portes au public fin 2022, musée de Gengis Khan. Donc là aussi, depuis 2012, le Parlement et le gouvernement ont décrété pour que l'anniversaire de Gengis Khan soit célébré en tant que la journée de la fierté des Mongols. Cette exposition,
et vraiment aussi l'expression d'une alliance forte sur le plan scientifique, culturel, politique, diplomatique entre la France et la Mongolie. Marie Favreau. Et c'est vraiment un dialogue entre les deux États aussi. Et c'est vrai que jusque-là, souvent, quand il y avait des expositions sur l'Empire mongol, la plupart des objets venaient de Chine, en fait. Certains de Mongolie intérieure, qui se trouvent donc aujourd'hui en territoire chinois. Et en fait, c'est la première fois que finalement, on met en avant cette idée que la Mongolie a à présent suffisamment d'objets sur son propre sol, a suffisamment d'objets historiques conservés dans son musée pour pouvoir faire une exposition indépendante qui est principalement basée, en gros, sur leurs collections et puis sur les collections françaises et quelques collections européennes. Donc ça, c'est un peu un tournant pour aussi la Mongolie. Pour eux, l'enjeu est fort parce que beaucoup de leurs plus beaux objets se trouvent à l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Mais ce que font les Mongols depuis maintenant, donc presque 20 ans, c'est que grâce aux fouilles archéologiques, ils arrivent à faire en sorte que leurs collections s'enrichissent. Donc il y a un vrai enjeu au niveau de l'archéologie, c'est de trouver de nouveaux objets. Et on se dit ça souvent avec mes collègues archéologues mongols, ça c'est à l'Ermitage, mais on va trouver mieux. Et c'est vrai qu'ils trouvent des choses incroyables, tout à fait inattendues. Donc ça c'est un enjeu national mais positif, il me semble. De ces salines, Batu, un des petits-fils de Gengis Khan et Sartak, tire de grands revenus. Témoignage de l'émissaire Guillaume de Rubruck en visite dans l'Empire mongol au XIIIe siècle. Car de toute la Russie, on vient pour acheter de ce sel, et pour chaque charreté, on donne 2 pièces de toile de coton qui valent bien une demi per paire. Par mer, il vient aussi pour le sel de nombreux navires qui payent chacun selon son tonnage. 3 jours après avoir quitté Soldaya, nous rencontrâmes les Tatars. Lorsque j'entrai parmi eux, il me sembla véritablement que j'entrais en un autre monde. Je vais vous décrire de mon mieux leur mode de vie et leurs mœurs. Ils n'ont pas de résidence fixe et ne savent jamais où ils seront le lendemain. En hiver, ils descendent vers des régions plus chaudes, au sud. En hiver, quand il y a de la neige, ils ont des pâturages sans eau, parce que la neige leur en tient lieu. La maison où ils dorment, ils l'édifient sur une base circulaire de baguettes tressées. La charpente de la maison est faite de baguettes qui convergent au sommet en un orifice circulaire d'où sort un conduit analogue à une cheminée. Ils la couvrent de feutre blanc qu'ils enduisent assez fréquemment de chaux ou de terre blanche et de poudre d'os afin d'aviver l'éclat de sa blancheur. Parfois aussi, ils usent de feutre noir. La Chine et l'URSS ne sont pas les seuls États à avoir diffusé une version biaisée de l'histoire de la Mongolie. Les empires coloniaux occidentaux l'ont eux aussi colporté, dont l'ancien empire français. Il est sûr que ça servait très bien le discours colonial français d'adopter un discours colonial russe. Ça correspondait exactement à notre position vis-à-vis des populations nomades, par exemple. C'était tout à fait dans la même lignée, en réalité. L'idée que la civilisation, c'est la ville, je pense que c'est quand même assez intéressant. C'est-à-dire que moi, j'étais plus jeune à l'université, c'est ce que j'ai appris aussi. Et aujourd'hui, je déconstruis ça complètement en travaillant sur les grandes expériences politiques, culturelles mongoles. Et j'en parle avec mes étudiants, je leur dis, mais non, pas forcément. La ville, c'est pas forcément l'aboutissement absolu du développement de la construction sociale. Je pense que c'est pas par hasard qu'aujourd'hui on est capable de parler de l'Empire mongol de cette manière-là, parce que c'est complètement nouveau, depuis une dizaine d'années à peu près, mais ça sort vraiment aujourd'hui. Je pense que c'est aussi parce qu'il y a eu tout un discours de déconstruction de la pensée coloniale, en fait. Et on sait bien que la date de fin des empires coloniaux ne correspond pas à la date de fin de la pensée coloniale. Ça continue bien après. Et moi, je trouve qu'on peut le voir aussi dans le cadre de la Mongolie. Finalement, ils sont complètement sortis, a priori, sur le papier, on va dire, à partir de 91-92 de l'Union soviétique et de l'influence russe. En réalité, seulement aujourd'hui, les jeunes générations s'emparent de la question de leur propre histoire et disent « mais attendez, on va peut-être parler de nous-mêmes autrement ». Et ils découvrent que les Mongols, c'est pas seulement le territoire, par exemple, de la Mongolie actuelle. C'est des choses, quelque part, qu'on leur avait presque cachées. Au-delà des pièges tendus par la géopolitisation de l'historiographie, raconter l'histoire de la Mongolie se heurte à d'autres difficultés, linguistiques cette fois. Si cette période n'a pas été vraiment appréhendée dans son ensemble pendant longtemps, il faut bien aussi reconnaître parce qu'il y a évidemment une difficulté sur le plan, par exemple, linguistique, quand on aborde les sources écrites, puisqu'on est face à des sources qui vont être dans plein de langues différentes. Donc, quand on travaille sur l'Empire mongol, il faut forcément un travail d'équipe.
C'est-à-dire que seul, on peut aborder qu'une région, quelques langues, quand on travaille intensément, mais on ne peut pas aborder l'ensemble de l'Empire, qui était immense. Et en fait, grâce à des projets de recherche et appui à des engouements aussi d'équipe, moi-même aussi, je me suis retrouvée avec des collègues qui travaillent sur la Chine, dont je ne suis pas spécialiste, qui travaillent sur l'Iran, dont je ne suis pas spécialiste, ou qui travaillent sur certaines zones d'Asie centrale que je connaissais très mal. Donc c'est le fait de se mettre ensemble, de mettre ensemble nos données, nos sources, nos recherches, nos traductions de documents, les objets dont on avait entendu parler. Donc moi, mon espace vraiment de prédilection, ça correspond à la Russie actuelle. Je me suis tout d'un coup rendu compte que les objets qu'on trouvait dans les tombes mongoles, qui se trouvent donc en Russie actuelle, pouvaient être très proches d'objets qu'on trouvait dans des tombes mongoles dans le nord de la Chine, ou dans le nord de l'Iran, par exemple, ou dans le sud du Caucase, ou dans l'est de l'Anatolie. Mais ça, c'est parce qu'on a pu, avec mes collègues, se mettre à la même table et échanger. Essayer de comprendre ce que ça voulait dire mongol pour le XIIIe, XIVe siècle. Et on va sortir d'une logique des aires d'études très, très marquées linguistiquement, qui séparent, en gros, tout par la langue. C'est-à-dire, en gros, vous avez un texte en persan, c'est le monde persan. Vous avez un texte en arabe, c'est le monde arabe. Vous avez un texte en russe, c'est le monde russe. Mais en fait, à la période mongole, c'est une période impériale. Le fait qu'il y ait une multiplicité de langues ne veut pas dire qu'il y a une multiplicité de pouvoirs non plus. C'est-à-dire qu'il y a quand même une identité mongole. Et d'ailleurs, il y a plein de mots de vocabulaire que moi, personnellement, j'arrivais parfois pas à traduire dans mes documents, que j'ai compris. Parce qu'à un moment donné, j'ai compris qu'ils étaient en mongol, en fait. Il y a des documents sur lesquels je travaillais qui étaient, par exemple, en arabe ou en turc. Je pensais arabe-turc. J'ai mis du temps à comprendre. Ah ben non, mais en fait, c'est des mots mongols. Et mes collègues qui travaillent sur des sources persanes, sur l'Iran, m'ont dit, mais en fait, on a des canevas de manuscrits qui ressemblent énormément. On a des formulaires de chancellerie qui sont les mêmes. Dans les représentations collectives, les nomades sont un peuple de l'oral et non de l'écrit. On peut s'imaginer alors que le travail des chercheurs peut être complexifié par le manque de sources. Quand j'ai commencé à travailler, je voulais faire mon premier master sur la Horde d'Or, donc la partie occidentale de l'Empire mongol. Et ce que m'avait dit mon directeur de recherche à l'époque, c'est « Ah oui, bon, mais attention, vous risquez de pas avoir assez de sources, parce que quand même, c'est des nomades, les nomades, c'est la culture orale, vous imaginez, 13e, 14e, 15e siècle, vous allez avoir peu de choses, etc. » Et en fait, ce qui était assez étonnant pour moi, c'est qu'assez vite, je me suis rendu compte que il y avait énormément de choses, mais qu'il fallait aller les chercher, que c'était parfois compliqué parce que dans les archives, par exemple, les documents n'étaient pas classés en Empire mongol, ou voilà, ils étaient un peu perdus dans d'autres collections. Et donc, il y a eu un gros travail depuis ces 15 dernières années de réunion des sources, en fait, pour comprendre qu'elles étaient de l'Empire mongol. Et quand on commence à les mettre toutes ensemble, alors par contre, ce qui est sûr, c'est que ça demande une sorte de souplesse de l'esprit de l'historien. Et alors, c'est pas le cas seulement pour les historiens qui travaillent sur l'Empire mongol, mais je pense que c'est assez typique des historiens qui travaillent sur la période médiévale. Cette souplesse qui est de travailler à la fois sur des documents, mais sur des objets aussi, mais sur des monnaies aussi. Et aussi, j'ai envie d'ajouter d'autres types de sources éventuellement. Alors moi, j'aime bien mettre les paysages dans les sources, mais disons d'aller sur le terrain. Dans mon cas, c'est clair qu'aller sur le terrain, voir les distances, vivre les distances soi-même, aller marcher dans la steppe, essayer de comprendre en fait la réalité d'une distance, du déplacement, des possibilités de déplacement dans certaines régions, essayer de comprendre comment on fait pour traverser un fleuve. C'est une question essentielle quand on travaille sur la géopolitique et la logistique mongole, nomade du XIIIe, XIVe siècle. Tout ça, c'est des questions qu'on ne peut comprendre, même en tant qu'historien, que physiquement, pratiquement, en allant sur le terrain. Et je pense que là, on a atteint un stade où on a fait tomber des barrières. C'est-à-dire, on a déconstruit plein de schémas qui nous empêchaient de penser cette période. Monsieur le Président, cher Ourel-Sou. Discours du président de la République Emmanuel Macron et lecture du discours du président mongol Ourel-Sou Oukna. Le 12 octobre 2023, quelques jours avant l'inauguration de l'exposition Gengis Khan à Nantes. L'histoire, nous l'écrivons aussi cette année. Les relations bilatérales entre la Mongolie et la France, deux grandes nations d'histoire ancienne, remontent très loin dans le temps. Nous sommes parvenus à construire tout au long de l'année un partenariat privilégié entre nos deux pays. Cette histoire a joué un rôle important dans l'établissement, en 1965, des relations diplomatiques entre la République populaire de Mongolie et la République française. Enfin, il ne saurait y avoir de relations de long terme sans des échanges plus étroits et plus fréquents entre les sociétés civiles. Monsieur le Président, vous l'avez compris.
Presque 8 siècles plus tard, Cher Ouelssou, en cette année 2023, votre présence durant ces jours en France Monsieur Emmanuel Macron est pour nous très importante. effectue une visite d'État en Mongolie, Elle marque le respect d'un engagement pris il y a 6 mois, la première pour un chef d'État français. l'aboutissement de projets parfois poursuivis depuis des décennies et une étape importante dans notre engagement en commun au service de nos deux pays, mais aussi des valeurs et de la vision commune que nous avons pour les grands sujets de notre planète. Merci encore, Président, d'être parmi nous aujourd'hui. Cette exposition, Bertrand Guillet et le musée de Nantes y travaillent depuis 2017. On l'a vu, les difficultés rencontrées avec la Chine l'ont retardé de plusieurs années. Mais ce délai imposé est finalement une chance. L'exposition tombe au bon moment pour la République mongole. Tout d'un coup, elle s'est trouvée dans une concordance de temps, dans un alignement des astres, on va dire, avec ce que recherche la Mongolie en termes de partenariat diplomatique, ce que Emmanuel Macron disait en faisant de la France le troisième voisin de la Mongolie. Donc là, évidemment, c'est des enjeux de géopolitique. Il y a des enjeux économiques importants, notamment sur des questions de ressources en développement durable. Et puis, ça va bien au-delà de ça aussi. Je pense qu'il y a sincèrement une profonde amitié qui est née entre les deux pays. Je sais que la Mongolie espère beaucoup que ça puisse se traduire, notamment par le tourisme. La Mongolie a supprimé le visa pour les Français depuis cette année. Donc vous pouvez aller en Mongolie comme ça, découvrir la Mongolie, Oulan-Bator et puis après les grandes steppes. C'est extrêmement facile. Donc tout ça c'est un cadre général qui est, je dirais, peut-être d'une très belle fraternité entre la Mongolie et la France. Une coopération réussie entre Paris et Oulan-Bator, une exposition qui s'annonce déjà comme un succès et dont la vie pourrait être prolongée en Mongolie et ailleurs dans le monde. Elle est loin d'être finie, puisque l'exposition dure 6 mois à Nantes, mais les autorités mongoles souhaitent vraiment... Alors ce ne sera pas l'exposition telle qu'elle est présentée à Nantes, mais souhaitent vraiment monter une petite exposition l'été 2024 pour célébrer justement cette exposition et montrer à la population de Mongolie des pièces principalement issues des collections françaises. Ça, je dirais, c'est le premier retour. Et puis ensuite, nous travaillons à une internationalisation du projet. Nous sommes déjà en contact avec le Canada, les États-Unis, etc. pour faire en sorte que cette exposition puisse circuler. C'est aussi un vœu très cher des Mongols. C'était Les Mémoires vives, saison 2, épisode 2, un podcast du Musée d'Histoire de Nantes, écrit par Nina Pareja, réalisé par Mona Delahaye et produit par Slate Studio. L'exposition Gengis Khan, comment les Mongols ont changé le monde, est à voir au Musée d'Histoire de Nantes jusqu'au 5 mai 2024. Pour aller plus loin, retrouvez les références citées dans cet épisode dans la description de ce podcast. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site du musée à l'adresse châteaunantes.fr.